merci à Réginald aussi et à la professeure Anderson pour m'avoir donné l'opportunité de présenter en quelque sorte mon travail de thèse de doctorat. Et sans plus tarder, je m'en vais vous présenter en quelque sorte le lieu où mon travail de thèse de doctorat s'inscrit. En fait, c'est ma région d'études ou le lieu dans lequel j'ai voulu apporter ma contribution à l'histoire, à la mise à jour des recherches au Sénégal. Se trouve dans le Bawol, qui est situé au centre du Sénégal et faisant partie de ce qu'on appelle la Sénégambie septentrionale, c'est-à-dire la Sénégambie du Nord. Actuellement, ce royaume-là se situe au niveau du centre et aussi au nord du Sénégal actuel. Il est limité à l'ouest par l'océan Atlantique, au nord par le royaume du Cayor, au sud par le royaume du Sine, dont mon co-directeur, là où mon co-directeur a fait sa thèse aussi, et à l'est par le royaume du Jolof. Il faudrait rappeler que avant la dislocation ou bien avant l'émergence, bien l'indépendance du royaume du Bawol, tous ces royaumes-là faisaient partie de ce qu'on appelle le Grand Jolof, l'empire du Grand Jolof, qui regroupait tous ces royaumes-là. Et mais toutefois, à partir du XVIe siècle, ça aussi c'est en quelque sorte la situation et la discussion de la commune de Lambaye. Lambaye était la capitale du Bawol historique. Donc, en partie, c'est là où j'ai réalisé la majeure partie de mes recherches archéologiques pour le cadre de ma thèse. Comme je viens de le dire, cette partie-là, le Bawol et plus précisément Lambaye, se situe dans une partie, dans un relief plat et où on a un climat de type tropical caractérisé de deux saisons principales, la saison sèche et la saison des pluies. Maintenant, parlons en quelque sorte du contexte historique. Comme je l'ai dit tantôt, ces royaumes-là faisaient partie de ce qu'on appelait le Grand Jolof. Mais à partir du XVe siècle, plus particulièrement au XVIe siècle, on a noté une dislocation du royaume du Bawol. Et pour un peu rappeler le contexte historique de cette période-là, il faut noter qu'en 1444 qu'a eu lieu le premier contact entre occidentaux, précisément les Portugais, et des sociétés locales situées sur la côte atlantique, dont le royaume du Bawol faisait partie. Et à partir de ce moment, et petit à petit, il y a eu une mise en place de ce qu'on appelle le commerce atlantique. Et ce contact avec occidentaux et populations locales ou sociétés locales a permis de mettre en place une série de contacts inscrits dans le temps, qui au XVIIIe siècle a évolué vers ce qu'on appelle la légitimation du commerce des esclaves avec le développement des plantations aux Amériques. Et d'une manière générale, le contexte qu'on pourrait avoir
sur, en quelque sorte, ma région d'études. En partie, ça touche ces euh, différentes périodes-là. Maintenant, à travers ce contact-là, il y a eu beaucoup d'écrits, notamment celles des historiens sénégambiens ou panafricains. Euh, sur ce contact, ils ont vu que ce contact a eu comme impact négatif tel que ce contact a chamboulé toute l'organisation sociale, politique, économique de la Sénégambie, notamment du Bawol. Et cela a permis en quelque sorte de connecter la Sénégambie ou le Bawol d'une manière générale à l'économie mondiale. Et sans, sans, sans qu'il y ait beaucoup de transformations dont les transformations les plus palpables sont notées au XVIIIe siècle avec la chasse à l'homme, les razzias et la déconnexion en quelque sorte sociale et avec tous les guerres intestines. Donc, d'une manière générale, la revue historique concernant cette période-là donne en quelque sorte pense que cette période atlantique-là, le contact entre occidentaux et population locale a eu que des effets négatifs. Et si on regarde bien ce raisonnement, on pourrait se questionner, bien on pourrait relever quelques problématiques en quelque sorte de recherche sur ces scénarios tirés de ces recherches historiques. D'une manière générale, on peut remarquer que, d'après ce que les historiens sénégambiens et panafricanistes occidentaux, que l'histoire de la Sénégambie précoloniale est marquée par une période de trouble, marquée par des instabilités politiques et sociales. En ce moment-là, nous, en tant que chercheurs, on essaie de questionner en quelque sorte ces, euh, ces scénarios-là ou bien ces là. En tant qu'archéologue, on se demande comment se traduisent-elles en quelque sorte ces transformations-là, ces troubles-là sur les paysages du Bawol et de Lambaye, Lambaye qui est la capitale du Bawol. Comment définir le système politique du Bawol durant la période atlantique? Comment se traduit la centralisation du pouvoir politique sur les paysages du Bawol? Ce changement est-il visible au niveau de la culture matérielle et au niveau de l'occupation du site de Lambaye? Et quelle est la nature des dépôts archéologiques? Dans l'autre cas, bien dans d'autres questionnements, on peut, les scénarios tirés de ces recherches historiques ont montré que l'impact du commerce atlantique à Sénégambie est marqué par les transformations sur les paysages économiques du Bawol et de Lambaye. Ainsi, on se demande encore quelle est la place du Bawol et de Lambaye dans l'économie du monde? Quels sont les éléments matériels que l'on peut apercevoir dans le contexte archéologique? Quel est l'impact du commerce atlantique sur les transformations des paysages politiques, sociaux et économiques du Bawol? Et quel est le niveau de connexion de Lambaye et ses environs dans le monde atlantique durant la période atlantique sénégalaise qui est comprise le plus souvent entre le 15e et le 19e siècle de notre ère? Comme vous voyez, il y a tellement de questions qu'on va essayer de trouver ou bien euh, proposer des éléments de réponse afin de mettre à jour les recherches sur l'histoire du Sénégal, particulièrement cette histoire de la période atlantique sénégalaise. Et à travers cette problématique de recherche, on a comment dirais-je, essayé
de concevoir ou bien d'élaborer des objectifs de recherche. D'une manière générale, on essaie de documenter la nature de l'impact du commerce atlantique sur le dynamisme du peuplement et les processus d'évolution politique, sociale, économique du Bawol entre le 16e et le 19e siècle, mais aussi de repenser la manière dont les phénomènes comme l'État, la centralisation du pouvoir politique peuvent être étudiés au Bawol, mais également de documenter la place du Bawol, particulièrement Lambaye, dans les échanges commerciaux durant la période atlantique sénégalaise, c'est-à-dire la nature de la connexion du Bawol à l'économie mondiale. Et en quelque sorte, pour réaliser ces objectifs ou bien atteindre ces objectifs, on a élaboré des hypothèses de recherche dont on a choisi une approche en quelque sorte hypothético-déductive parmi tant d'autres. Et on se dit souvent, s'il y a des changements dans la répartition spatiale des sites, je peux rappeler que certes, le directeur ne veut pas que j'utilise les conditions, mais je me sens un peu à l'aise avec ce type de formulation, ça, parce que ça me permet de suivre en quelque sorte mon cheminement. Ainsi, je me dis, s'il y a des changements dans la répartition spatiale des sites, ou s'il y a des changements dans la structure des sites, des transformations dans les assemblages de la culture matérielle, des transformations dans l'espace culturel et symbolique à Lambaye et ses environs, alors on peut dire que la situation politique du Bawol est marquée par l'émergence de l'État et de la centralisation du pouvoir. Mais aussi, s'il y a une homogénéité dans la disposition spatiale des sites et des cultures matérielles associées, aussi, s'il y a une démocratisation en ce qui concerne la consommation des produits de traite et une fluidité entre les entités sociales, alors on peut dire que, contrairement au premier scénario, on pourra émettre des réserves et proposer un scénario alternatif qui peut intéresser vers des dynamiques politiques parallèles ou connexes. Maintenant, c'est bien beau d'avoir des objectifs, d'élaborer des hypothèses, mais le plus souvent, il faut enrimer avec ces propositions-là avec une méthodologie de recherche qui permet en quelque sorte de tester ou bien en quelque sorte de tester ces hypothèses-là. Et ça nous a permis en rapport avec la période que nous étudions, c'est-à-dire la période atlantique sénégalaise, nous savons qu'il y a cette période-là est marquée par une foison de sources. Et pour savoir en quelque sorte, pour mieux documenter cette période-là, nous avons jugé nécessaire d'utiliser une approche pluridisciplinaire basée sur une combinaison de données telles que les données documentaires, les données empiriques, ethnographiques et historiques, ethno-historiques et ethnographiques, et des données matérielles archéologiques. En ce qui concerne la recherche documentaire, notre méthodologie de recherche est basée sur plusieurs axes. Le premier axe concerne le choix des périodes, des thèmes en rapport avec la trame chronologique et thématique de notre thèse. Le second axe consiste à identifier les sources de premier mai aux sources primaires et les sources de second mai aux sources secondaires, mais aussi d'examiner le contexte de production des documents écrits européens. C'est juste une méthodologie synthétique là-dessus. Et la deuxième phase méthodologique, c'est en ce qui concerne les données ethnographiques et ethnohistoriques. Nous avons dû réaliser des collectes de données orales. Bon, ces collectes de données orales-là
ont été faites à Lambaye et ses environs. Et ça nous a permis à partir de 2018 jusqu'à 2020, en quelque sorte, d'interroger ou bien d'interviewer 64 j'ai dit 64, mais il y a certains de ces intervenants au nombre de 20 qu'on a eu plusieurs entretiens de 2019 de 2018 à 2020. Donc, j'ai juste considéré les 64, mais si on doit considérer la de fois où je les ai interrogés, bon, ça pourrait aller dans les 100 interventions, 100 entretiens. Maintenant, comment collecter ces données-là? Quelle stratégie utiliser pour collecter ces données-là? Bon, dans le cadre de notre thèse, nous avons utilisé principalement un entretien groupé et un entretien individuel. Pourquoi choisir un entretien groupé? L'entretien groupé, en quelque sorte, ça nous permettait en quelque sorte sur un thème bien déterminé, tel que thème lié au peuplement, aux immigrations et peuplement du Bawol, et thèmes liés à l'alimentation, thèmes liés aux transformations sociales et politiques. Nous avons essayé de poser des questions relatives, bien centrées sur ces thèmes-là. Et ça nous a permis en quelque sorte de libérer la parole et chaque individu essayer de donner sa part de l'histoire. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des gens qui monopolisaient, quelques personnes qui monopolisaient en quelque sorte la parole. Et d'autres, on a senti qu'ils voulaient parler, mais puisque souvent dans les villages, en ce qui concerne l'école de tradition orale, souvent c'est dévolu aux griots. Et souvent, ce sont ces personnes-là qui monopolisent la parole. Mais moi, dans le cadre de ma thèse, je ne voulais pas me limiter uniquement à l'histoire racontée par ce groupe de personnes. Donc, j'ai diversifié en quelque sorte mes interventions. Et à travers cet entretien groupé, j'ai pu recenser des personnes à qui j'ai vu qu'ils voulaient s'exprimer, mais ils n'avaient pas, comment dirais-je, la volonté de le faire en public. Maintenant, une fois que j'ai réalisé cet entretien groupé et recensé des personnes à qui je peux faire l'analyse individuelle, c'est à ce moment-là que j'ai entamé l'entretien individuel où je suis allé rencontrer personnellement les individus recensés. Et à travers les données recueillies là, que j'ai pu faire une combinaison des données pour avoir en quelque sorte une histoire proche, en quelque sorte, de ce que je cherche. Après l'entretien, en quelque sorte, ou bien la méthodologie de collecte des données orales, mon intervention le plus, en quelque sorte, par rapport à ma formation, c'est surtout l'archéologie. Et la majeure partie de mon travail portait sur la méthodologie de collecte de données matérielles, précisément les prospections et les fouilles archéologiques. Mais pour réaliser ces collectes de données orales, il nous faut d'abord essayer en quelque sorte de circonscrire notre genre d'étude, mais aussi de définir la notion de site. Parce qu'avant tout, avant de faire une prospection,
On ne peut pas aller sur le terrain sans avoir une idée c'est quoi le site par rapport à ton domaine, à ton sujet, par rapport à ta région d'études. Comment tu dois définir un site archéologique. Et cela a permis d'abord, concernant le choix de la zone, d'habitude, il y a plusieurs façons de délimiter sa zone d'étude. D'abord, il se peut qu'il y ait il y a une méthode qu'on appelle une délimitation culturelle, c'est-à-dire essayer de voir quelles sont les cultures, en quelque sorte, qui vont ensemble par rapport à ton thème d'étude, essayer de regrouper en quelque sorte cette zone-là pour en faire une zone d'étude. Mais aussi par rapport à un critère artefactuel. Essayer de voir est-ce que, en quelque sorte, les limites où on peut trouver des artefacts. Mais il se trouvait que ces deux critères-là, souvent, ça se sont révélés un peu improductifs pour mieux délimiter sa zone d'étude parce que souvent, dans une même société, on peut avoir plusieurs cultures. Donc, ça va être très difficile de faire une délimitation selon la culture. Mais aussi au niveau critères artefactuels, souvent c'est très difficile d'avoir des artefacts visibles et qui nous permettent de limiter notre zone d'étude. Ainsi, le troisième choix concerne une délimitation naturelle, c'est essayer de voir est-ce que notre région d'étude doit être délimitée soit par les éléments de la topographie, à partir des éléments morphologiques, tout cela, à partir des cours d'eau, est-ce qu'on doit le limiter à partir des cours d'eau, bien, est-ce qu'on doit le limiter à partir des montagnes, et ainsi de suite. Mais en rapport avec toutes ces propositions-là, nous, on a proposé en quelque sorte de de délimiter notre région du Sud à travers le royaume historique du Baol, spécifiquement la commune de Lambaye, capitale du Baol et ses environs. Donc, c'est en quelque sorte une délimitation, bien un choix arbitraire en rapport avec le thème central de notre thèse. Maintenant, revenons en quelque sorte à la notion de site. Donc, avant tout archéologue qui fait de la profession pédestre par information, d'avoir une idée, qu'est-ce que je vais aller trouver, qu'est-ce que je cherche à trouver, c'est-à-dire le site archéologique. C'est quoi un site archéologique? Un site archéologique, concernant la définition de ce site-là, plusieurs définitions ont été proposées au fil des années. Et parmi ces propositions, on a recensé 3 propositions. Et parmi ces propositions, on a une première proposition qui définit le site archéologique en rapport avec une concentration dense d'artefacts limitée dans l'espace. Et une deuxième définition qui fait référence à une concentration d'artefacts associés à un foyer ou à une structure. Et une troisième définition qui limite le site archéologique à un endroit qui porte les traces d'activité humaine ou un locus de culture matérielle d'artefacts avec une densité d'artefacts d'au moins 5 artefacts par mètre carré. Donc, parmi ces différentes définitions, on a trouvé qu'il y a chaque fois un manque ou bien elles se complètent. Tout ce qu'ils
Toutes ces définitions parlent d'une partie, en quelque sorte. Ce ne sont pas des définitions fausses, mais souvent, il y a des parties qui manquent. Ainsi, en rapport avec notre sujet ou bien notre thème et notre région d'études, nous avons proposé de définir le site archéologique comme un endroit qui porte les empreintes d'activités humaines passées. Ainsi, cette trace peut être des concentrations d'artefacts, un paysage physique, des traces de lieux symboliques et religieuses. Ainsi, l'accent est mis sur la concentration d'artefacts et les dénivellements topographiques. Lorsque la densité des artefacts est forte, le site est défini par rapport à une concentration d'artefacts sur un diamètre de 10 à 15 mètres, ou il est défini par rapport au but d'ordure, car cela permet de voir les variations internes dans un site. Maintenant, cela nous a permis en quelque sorte, une fois qu'on a réalisé nos activités de terrain telles que la prospection pédestre, on a délimité en quelque sorte notre zone d'étude suivant les sites qu'on a recensés comment dirais-je, à Lambaye. Donc, ici, ce que vous voyez là, tout ça entre dans la commune de Lambaye et ses environs. A1 que vous voyez en rouge là, c'est le site principal qui se trouve être Lambaye. Et tous les sites gravitant autour de H1 sont situés soit dans la commune de Lambaye ou bien non loin de Lambaye. Maintenant, venons en quelque sorte à l'idée ou bien à la méthodologie de prospection proprement dite, qu'on a divisé en deux, une prospection pédestre systématique et par information. La prospection pédestre systématique, c'est quoi? C'est en quelque sorte c'est comme dans les battues, les sas comme les battues en quelque sorte au Moyen-Âge ou bien dans les siècles passés. C'est juste, on fait des alignements, soit de 15 à 20 mètres, soit de 20 à 30 mètres, mais aussi jusqu'à 50 mètres, selon comment dirais-je, la visibilité en quelque sorte des sites ou bien des artefacts. Ainsi, on fait des allers et retours en faisant attention comment dirais-je, aux artefacts, aux dénivellations, comment dirais-je, à la morphologie du sol, etc. Et sur chaque site recensé, on prend en quelque sorte, on enregistre le site à travers un GPS, mais aussi on essaie de cartographier le site en prenant les 4 points des sites pour essayer de délimiter en quelque sorte ce site-là. Et cela nous permettra en quelque sorte de voir les transformations ou bien les répartitions des sites dans l'espace. Après qu'on ait très bien réalisé la prospection pédestre, cela nous a permis en quelque sorte de recenser des sites et de voir que ces sites-là, à travers en quelque sorte un regard sur, comment dirais-je, les limites du site, la taille du site, ou bien les artefacts qu'on y trouve, on a pu recenser quelques sites pour la fouille archéologique. Mais puisque Lambaye étant en quelque sorte la capitale, et notre thèse est centrée sur Lambaye et ses environs,
nous avons réalisé des activités de fouille à Lambaye. Tout d'abord, nous avons essayé de faire des sondages tests. À quoi ça sert ce sondage test? Ces sondages tests, ces petits trous que vous voyez là, c'est des sondages de 50 cm². Ça nous permet en quelque sorte de voir les endroits diagnostiques des sites pour mieux ouvrir un grand sondage. Parce que souvent, avant d'ouvrir un grand sondage, il faut qu'il y ait des éléments diagnostiques parce qu'on ne veut pas souvent ouvrir quelque part après, comment dirais-je, ne rien trouver. Non seulement c'est en perte de temps, mais aussi puisque l'archéologie demande beaucoup de moyens. Donc, il faut au moins, comment dirais-je, être un peu sûr de trouver quelque chose avant d'ouvrir un grand sondage. Et ainsi, c'est dans ce cadre-là qu'on a ouvert ce sondage-là entre les deux sondages tests à l'appel. Et on n'a pas été, comment dirais-je, ce choix nous a porté bonheur parce qu'on a retrouvé pas mal d'artefacts que je présenterai un peu plus loin. Puis, c'est uniquement, on le fait ça dépend des couches, bien ça dépend des lots. Si on a des lots qui sont souvent, où c'est souvent très difficile de distinguer en quelque sorte la texture ou bien la matrice de sol, on a essayé de faire des lots arbitraires, c'est-à-dire des lots superficiels. Mais le procédé répandu en archéologie, c'est de fouiller par couche stratigraphique. Maintenant, une fois qu'on a réalisé la méthodologie de collecte de données documentaires, de données orales et de données matérielles, on est arrivé maintenant à la partie où on doit présenter et discuter de ce qu'on a collecté en rapport avec les hypothèses, bien nos objectifs de recherche et les problématiques de recherche qu'on a identifiées. Et ainsi, je vous fais un refresh en quelque sorte de nos hypothèses qu'on avait proposées au départ, c'est-à-dire dans nos hypothèses, je vous avais dit, bon, si on trouve des changements dans la répartition spatiale des sites, des transformations dans les assemblages, ainsi de suite. Et ça nous a permis en quelque sorte d'élaborer en quelque sorte, de tirer des conclusions. Maintenant, on va voir, est-ce que les hypothèses qu'on a élaborées, est-ce qu'on attend la culture matérielle collectée, on peut tester ces hypothèses-là. Est-ce que la méthodologie de fouille nous permet en quelque sorte, de répondre à nos questions de réponse. Ainsi, à travers la collecte de données matérielles, prospection archéologique, on a collecté environ une soixantaine de sites archéologiques, dont 42 sites d'habitat et le reste, ce sont des sites soit c'est des lieux de culte. Mais pour cette présentation et pour notre thèse, nous avons uniquement choisi de nous focaliser sur les sites d'habitat. Dans la mesure où, dans les sites d'habitat, souvent, on a aussi des endroits ou bien des lieux de culte. Pour la majeure partie des grands sites qu'on a recensés, des grands sites d'habitat qu'on a recensés, il y a toujours des lieux de culte à côté. Et concernant la fouille, on a pu, faire réaliser une soixantaine
de sondages tests et à partir de ces sondages tests, on a ouvert 5 sous-opérations. Ce que vous voyez là en rouge, c'est les sondages ou sous-opérations et en noir, c'est les sondages tests ou STP. Et à travers les sites qu'on a collectés, on a essayé en quelque sorte d'essayer de fournir une hiérarchie des sites pour répondre à notre hypothèse en rapport avec les changements dans la répartition spatiale des sites. Ce que vous voyez là, c'est que on a remarqué que ces sites-là, les sites, il y a une concentration en quelque sorte de ces sites-là sur Lambaye. Lambaye, c'est quoi Lambaye? Lambaye, c'est la capitale du Baol, qui est représentée ici par Arche 1, c'est-à-dire le site archéologique Arche 1. Et à travers ces sites qu'on a recensés, ces sites d'habitat qu'on a recensés, on a trouvé que à travers une combinaison d'informations, identifier en quelque sorte les grands sites, les sites dits moyens et les sites dits petits. Les grands sites, c'est quoi? C'est des sites où on a au minimum 8 buttes d'ordures et dont la taille est comprise entre 200 à 500 mètres. 500 mètres, ouais. Les sites dits moyens, c'est ce que vous voyez là en couleur que j'ai essayé de mettre en couleur pour mieux les identifier. Les sites dits moyens, c'est des sites où on a au minimum 3 à 5 bits d'ordure, 3 à 5 ou bien à 8. Le maximum, c'est-à-dire avoir 8 avoir 3 bits d'ordure et dont la taille est comprise entre 100 mètres à 200 mètres. Et le dernier comment dirais-je, moyen de distinction, c'est les sites dits petits sites où on a 1 à 3 bits d'ordure et dont, comment dirais-je, la taille est comprise entre, supposons, 18 mètres à 100 mètres carrés. Donc, à travers cette distinction qu'on a pu identifier les grands sites, les sites moyens. Et ce que vous pouvez remarquer, les grands sites, ce sont des sites qui ont regroupé en quelque sorte les lieux de résidence de l'aristocratie du royaume du Baol historique. C'est H1, qui est la capitale du Baol, le lieu de résidence des teignes, c'est-à-dire des sœurs des rois, certaines femmes des rois. Et H32, c'est en quelque sorte le lieu de résidence du Premier ministre. C'est ce qu'on appelle Jaraf ou bien lieu de résidence de l'aristocratie qui s'occupe en quelque sorte d'une tâche particulière en lien avec l'autorité centrale établie à Lambaye. Mais aussi, on peut noter aussi H42, qui est en quelque sorte localisé à Kaba et dont, à un moment donné, au XVIIIe siècle, la capitale du Baol s'était transférée à Kaba. Donc, il avait eu une importance aussi capitale durant cette période-là. Mais malheureusement, pour ce site-là,
le site a été gagné par les habitations nouvelles et pratiquement il ne reste qu'une seule butte rasée, dont peut-être d'ici quelques années, ça risque de disparaître. Et à travers cette transformation aussi, on a essayé de distinguer les différentes activités qu'on peut trouver sur ces sites-là. Et souvent, les sites, les grands sites, ce sont des sites où c'est l'activité politique qui domine. Et souvent, c'est les lieux de résidence de l'aristocratie. Ensuite, on a des sites où c'est l'artisanat qui domine. Ce que j'entends par artisanat ici, ce sont des sites où souvent c'est lié à l'activité première du site. C'est le cas de sites qu'on appelle Gaoulfay, dont la majeure partie c'est des griots qui habitent là-bas, et aussi des sites le site qu'on appelle Tug, où la majeure partie c'est des forgerons qui. Mais il est arrivé à un certain moment où on a plusieurs, en quelque sorte, activités qui se superposent. Bon, on a eu un problème là-dessus pour distinguer l'activité là-dessus. Dans ce sens qu'on a essayé de regrouper ces sites-là en ce qu'on appelle site mixte. Et le dernier type, c'est des sites liés à l'agriculture. Et le plus souvent, ce sont des petits sites situés non loin des champs ou bien à côté, ou bien sur les champs aussi. Donc, c'est la distinction qu'on a pu faire par rapport au site qu'on a, comment dirais-je, recueilli et par rapport aussi au matériel qu'on a collecté. Mais aussi, par rapport à nos hypothèses de recherche, on avait dit que il se peut qu'il y ait des changements dans la structure des sites. La structure des sites, c'est quoi? C'est l'organisation, en quelque sorte, à l'intérieur des sites. Et dans un site archéologique, selon la taille du site et selon l'importance du site, on peut y trouver plusieurs types d'activités. C'est le cas du site principal, qui est Lambaye, la capitale du Baol. Et les recherches archéologiques qu'on a menées là-bas, les fouilles archéologiques, nous ont montré qu'il y a eu des traces, non seulement il y a eu des traces d'habitat marquées par des restes de structures en amphithéâtre, probablement liés à des habitations, et aussi des éléments de réponse liés à l'activité de forge. Et en fait, on a retrouvé dans plusieurs lots situés dans le sondage bien 1 sous-opération 5, des restes de forgerons. Et ce que vous voyez au milieu là, ce sont on les a trouvés ensemble et qui témoignent en quelque sorte de l'activité de forge. Si vous voyez là, en quelque sorte, la scorie qui est là, on trouve des restes en haut là, c'est pas très clair là-dessus, mais il y a des restes ça prouve que la scorie a été en contact avec des boulets, parce qu'on trouve des restes de forge, de fer en quelque sorte forgé au-dessus de la scorie. Et non loin, on a trouvé ces artefacts, ça considéré comme un saguet. Et souvent, c'est une arme en quelque sorte utilisée par les populations locales
pour se défendre, ou bien pour faire la chasse, ainsi de suite. Et ça, ce sont des pointes liées souvent à l'armature, en quelque sorte, à l'armure utilisée pour faire, pour confectionner ces lances-là, lances ou saguets. Et je reviendrai là-dessus sur l'interprétation de ces dépôts-là. À part comment dirais-je, ces armes ou bien tes outils en fer forgé, on a ramassé pas mal d'objets aussi, comme les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, on a ramassé pas mal, 5 comment dirais-je, boucles d'oreilles, et dont les résultats, comment dirais-je, les résultats que nous avons réalisés, les analyses que nous avons réalisées le MEP, et ça nous a permis de retrouver plusieurs types de boucles d'oreilles, dont une est peut-être une boucle d'oreilles de fabrication locale à partir des en raison du type de fer qu'on a, du type d'éléments qu'on a collecté là-dessus. Mais aussi, il y a aussi d'autres types de boucles d'oreilles qui sont faites en bronze, donc dont nous suggérons que ce sont des boucles d'oreilles qui ont été importées. Et en ce qui concerne ces deux artefacts-là, on a trouvé à travers nos recherches, on a trouvé que ça ressemblerait à ça. On a trouvé que ça ressemblerait à ça. Et souvent, c'est en fer, comment dirais-je, bronze. Et si vous voyez comment dirais-je, ça là, c'est souvent, on a les mêmes, comment dirais-je, on a la même morphologie que ces petites perles-là avec un fer trouvé là-dessus. Donc, pour le moment, l'interprétation qu'on donne, que je propose, c'est probablement un collier. Maintenant, peut-être si dans l'assistance, il va y avoir des gens qui peuvent avoir une idée beaucoup plus précise là-dessus, je suis preneur. Et ça, c'est un pendatif, et un pendatif en bronze avec des perles, avec un type de décoration à perles. Et c'est semblable à, comment dirais-je, au pectoral de Rao au niveau de la décoration, mais la matière est différente. Maintenant, revenons au troisième hypothèse relative à la connexion du Bawol et de Lambaye au réseau de commerce local, transatlantique et transsaharien. En fait, on a retrouvé à Lambaye et à Thiep, qui sont des lieux de résidence en quelque sorte de l'aristocratie, ces artefacts-là. Et l'artefact que vous voyez là, c'est en quelque sorte, c'est une pièce de monnaie datée du XVIe siècle. Et celui que vous voyez là, c'était une pièce de monnaie, bon, qui a été transformée en collier pendatif à cause du trou qu'on voit là. Ça a été ramassé à Thiep. Et cette pièce a été datée au 19e siècle, c'est-à-dire à l'origine, c'est une pièce qui nous vient de l'Empire ottoman.
durant du règne de Mahmoud II. Donc, on a pu la dater à travers nos recherches là-dessus jusqu'à avoir une date beaucoup plus. Ces pièces-là, c'est à cause des analyses du microscan qu'on a pu déchiffrer en quelque sorte ces chiffres-là en arabe ottoman. Et aussi, on a une image en bas là qui est un courrier qui est relatif en quelque sorte au type de commerce local utilisé en Sénégambie et dont nous pensons que c'est relatif au commerce, au commerce local. D'une manière générale, on peut dire que le Bawol et précisément Lambaye est connecté au réseau de commerce transatlantique, mais aussi local. Bon, concernant le réseau de commerce transsaharien à travers la pièce, cette pièce-là, nous, l'interprétation qu'on donne ici, c'est que ces pièces-là ont été amenées par soit des commerçants occidentaux. Certes, le commerce transsaharien a continué, mais à un rythme très, très faible en Sénégambie. Mais on ne peut pas le relier à des commerçants, transsahariens, du fait que durant cette période-là, au 19e siècle, les Occidentaux, en quelque sorte, contrôlaient, je peux dire, complètement le commerce, les transactions commerciales en Sénégambie, notamment en Sénégambie septentrionale, où se trouve le Bawol. Maintenant, en ce qui concerne la transformation des assemblages de culture matérielle, on a pu en quelque sorte retrouver en quelque sorte pas mal de perles là-dessus, dont les perles les plus signifiantes, bien les plus diversifiées se trouvent à Lambaye. Et cela nous permet en quelque sorte d'interpréter que Lambaye est plus connecté au réseau du commerce atlantique que le reste en quelque sorte des sites. Mais au 19e siècle, on a noté qu'il y a un type de perles comme ce que vous voyez là en blanc, bien des perles en beigne ou bien des donuts. On les a retrouvées partout ces perles-là se retrouvent partout sur les sites. Donc, on peut dire que à travers les artefacts ramassés au 19e siècle, il y avait quand même une démocratisation de la consommation des produits de traite parce que tous les sites qu'on a visités, on a retrouvé ces types de perles. Et alors que les autres types de perles, on les a retrouvés uniquement à Lambaye et dans certains sites liés à l'aristocratie. Maintenant, en ce qui concerne la dernière des hypothèses qu'on avait élaborées, c'est sur en quelque sorte la nature du pouvoir et le rôle de l'espace culturel, symbolique dans la légitimation du pouvoir ou bien dans la légitimation du pouvoir centralisé et la légitimation du pouvoir lié à l'État. Ici, souvent, dans les études liées à l'organisation étatique, souvent, on a des restes de structures, c'est des palais, c'est des endroits où on a des traces indélébiles qui montrent qu'ici, il y avait
un roi ou bien il y avait un pouvoir central qui est, comment dirais-je, qui était organisé. Mais à Lambaye, certes, c'est reconnu par les documents écrits et les traditions orales comme étant la capitale du Bawol. Et les données matérielles qu'on a retrouvées aussi montrent que exactement Lambaye avait un statut différent des autres sites, ce qui a permis d'avoir euh, un certain nombre d'artefacts qui ne se trouvaient pas dans d'autres sites. Donc, c'est confirmé que Lambaye était la capitale du Bawol, où Lambaye avait un statut euh, central dans l'organisation politique, étatique, économique du Bawol. Mais comment expliquer cela à travers, en quelque sorte, à travers dans le contexte de Lambaye, puisqu'on n'a pas de structure, de reste de structure énorme, des traces qui montrent que réellement ici, il y avait une cour, il y avait, comment dirais-je, un palais, tout cela. Parce que non seulement il y avait auparavant, les rois étaient logés comment dirais-je, dans des cases. Certes, il y a certaines cases qui ont été faites en partie par du banco, des restes de structure qu'on a comment dirais-je, montré tantôt. Mais souvent, c'est de la paille qui a été utilisée pour faire ces cases-là. Et ces cases-là, une fois ces cases s'affaissent ou bien brûlées, souvent c'est difficile de retrouver ces traces-là dans un contexte archéologique. Par contre, on peut expliquer en quelque sorte c'est l'organisation en quelque sorte politique et étatique à Lambaye à travers plusieurs aspects symboliques ou culturels qui permettent en quelque sorte d'expliquer l'organisation politique, mais aussi qui permettent de légitimer en quelque sorte le pouvoir au Bawol. Sur ce, on a eu à Lambaye même plusieurs lieux symboliques. C'était en quelque sorte des arbres. Ces arbres-là, souvent, on servent d'arbres à palabre. Certes, ça sert d'arbre à palabre, mais c'est souvent lié aussi à l'activité de pouvoir. Certes, on n'a pas trouvé des traces de ces arbres-là parce que souvent c'est difficile quand ces arbres-là disparaissent, c'est difficile de trouver, mais il est convenu que les données documentaires parlent de ces conseils-là tenus dans des arbres, mais aussi surtout la tradition orale nous donne beaucoup plus de détails là-dessus sur l'organisation politique du Bawol, précisément à Lambaye. C'est ainsi qu'on a un arbre qu'on appelle le cadre Palokai en langue locale Wolof. C'est quoi? C'est en quelque sorte un lieu d'intronisation du roi. C'est là où le roi est intronisé pour montrer que après sa nomination, c'est là où le roi est intronisé pour montrer maintenant c'est le nouveau dirigeant ou bien c'est le nouveau roi. Il faut qu'il se présente dans cet endroit-là, dans cet arbre-là. En dehors du cadre Palokai, on a ce qu'on appelle Sumpu Singani. Bon, c'est difficile des fois de prononcer ça en français ou bien d'écrire ça en français. C'est les aléas des langues locales. Mais l'idée derrière cet arbre-là, c'est en quelque sorte, c'est là où le comité électif se regroupe pour faire un choix, bien entériner un choix. C'est-à-dire, certes, après la nomination,
on dit que bon, celui-là, c'est normalement, ça doit être l'héritier légitime, l'héritier du trône. Mais il faut passer par ce conseil-là, par ce comité-là, pour être confirmé comme roi. Maintenant, ce comité-là, c'est ce comité-là qui va essayer de voir est-ce que cette période-là, est-ce que cette personne-là, peut-être, a les moyens ou bien les qualités pour, prendre les rênes du pouvoir. Et maintenant, les gens vont discuter, ce comité-là va discuter et trouver une solution. Maintenant, si en quelque sorte, le comité est d'accord sur un choix, donc ce roi-là, il est choisi. Mais aussi, ce comité-là, ou bien cet endroit-là, sert à régler certains problèmes sociaux. C'est-à-dire, s'il y a des problèmes au niveau de la société, s'il y a des personnes qu'il y a des bruits entre personnes, ou bien entre villages, c'est le lieu où, en quelque sorte, ces problèmes-là sont discutés et réglés à l'amiable. Donc, et aussi, il y a ce qu'on appelle le Sums Ngagné. En quelque sorte, c'est pas je me suis trompé sur je l'ai mis 2 fois. Non, c'est pas le Sums Ngagné, c'est le cadre, comment dirais-je, Guindeng. C'est Guindeng en quelque sorte. Je me suis trompé sur c'est Guindeng. C'est en quelque sorte c'est là où, en quelque sorte, le roi fait son serment, mais aussi c'est là où le roi tient son conseil de guerre. Avant cela, quand son choix est entériné, qu'il est roi, maintenant, à partir de ce baobab-là qu'on appelle Guindenge, qui a aussi disparu, que le roi, il faut qu'il fasse, qu'il montre ses aptitudes guerrières à travers, dans ce lieu-là, pour montrer que réellement, lui, c'est la personne idéale pour diriger le royaume. Maintenant, après cela, c'est là où c'est le lieu de serment, mais aussi avant d'aller en guerre, c'est là où il prépare la stratégie de guerre, etc. Donc, si vous voyez bien, c'est en quelque sorte, ce sont des lieux symboliques, mais chaque lieu a une tâche bien particulière, une tâche bien définie. Et si on voit bien, donc il y avait une séparation en quelque sorte. Les rôles étaient différenciés, les rôles étaient partagés. En quelque sorte, il y avait si on peut le dire, une démocratie. Mais au fur et à mesure, surtout au XVIIIe siècle, bon, on a connu pas mal de ces assemblées-là ont connu pas mal de problèmes là-dessus parce que c'est avec les guerres intestines, avec la corruption. Donc, le roi, souvent, il mettait ses hommes dans ces comités-là. Donc, c'est une situation aussi que, si on peut faire le lien que nous vivons jusqu'à présent. Un festin royal qu'on a trouvé dans un contexte archéologique, mais aussi les analyses des restes phoniques aussi qui sont liées à ce festin-là. Et j'ai proposé aussi des phases d'occupation pour le site de Lambaye. Et en conclusion, ce qu'on pourrait dire, on peut dire que par rapport aux hypothèses qu'on a élaborées, on peut dire que le premier scénario suggère en quelque sorte que la situation politique au Bawol est marquée par l'émergence d'un État politique et de la centralisation du pouvoir
politique au Bawol au XVIe siècle. Mais aussi, on peut tirer une conclusion sur le fait que le Bawol était très connecté au réseau de commerce atlantique, marqué par la présence de beaucoup de matériel lié à ce commerce-là. Mais aussi, on a noté qu'au 19e siècle, il y avait eu une démocratisation au niveau de la consommation des produits de traite. Et de manière générale, pour étudier les transformations politiques comme l'État et la centralisation du pouvoir, il faut associer, en plus des données matérielles, mais aussi associer les données symboliques qui permettent en quelque sorte de compléter les données matérielles et de donner beaucoup plus de poids à notre interprétation sur les transformations politiques, sociales et économiques au Bawol. Et comme perspective de recherche, je compte dans des études, mais dans des recherches futures, fouiller les 2 tiers du site H1 parce qu'on a fouillé qu'une seule partie de ce site-là, mais aussi élargir les fouilles dans les sites diagnostiques afin de voir l'évolution de l'occupation des sites dans le temps et dans l'espace. Merci, je vous remercie.